Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, un changement de constitution est-il possible en République du Congo? La question est au cœur des débats politiques. Le point dans cette édition. En 5 ans d'insurrection de Boko Haram, des milliers d'enfants ont dû quitter leur domicile. Nous verrons comment ces derniers tentent tant bien que mal de se construire un avenir. Et puis journée décisive ce jeudi dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Après les résultats nuls de la première journée, les 4 équipes se devaient de faire la différence. Mais tout d'abord, l'examen de la loi électorale reportée en République démocratique du Congo. Le président du Sénat l'a annoncé ce jeudi, estimant qu'il fallait prendre le temps de l'examiner sereinement. Cette annonce survient alors qu'un calme relatif a été observé à Kinshasa après 3 jours de violences meurtrières. Dans le reste du pays, par contre, des heurts ont été signalés entre manifestants et forces de l'ordre. Et de l'autre côté de la rive, en République du Congo, le débat sur la révision constitutionnelle anime la classe politique. Plusieurs partis de la majorité présidentielle se sont prononcés en faveur d'un changement de constitution, une proposition rejetée par l'opposition qui appelle à la contestation. Reportage de notre correspondant sur place, Prince Bafolo. Changer la constitution du Congo, l'idée est avalisée dans cette déclaration signée par des partis politiques de la majorité présidentielle, associations et personnalités du monde politique. Ce document a été signé le 20 janvier dernier au Palais des Congrès de Brazzaville, soit 13 ans jour pour jour après l'adoption de la loi fondamentale en 2002. Soucieux de préserver le processus irréversible de la démocratie en République du Congo, de renforcer le principe de séparation des institutions, de maintenir les acquis de paix et de développement et de garantir aux générations futures la protection de l'environnement. Grands absents de cette cérémonie, le MCDDI, le RDR, le RDD, le RC, le RDPS, le MUST ou le MSD, tous membres de la majorité. Certains de ces partis disent non au changement de la Constitution, tout comme les partis de l'opposition qui dénoncent une manœuvre pour reconduire le président Sassou, qui ne peut se présenter en 2016 selon la Constitution actuelle. Le changement envisagé n'est pas à concevoir en rapport avec un homme ou en considération des intérêts privés égoïstes, mais est le fruit d'une vraie théorisation de l'intérêt général. Le 31 décembre dernier, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, appelait au dialogue pour le changement de la Constitution. La réponse de l'opposition est sans équivoque. Nous ne participerons à aucun dialogue sur la question, puisqu'il n'y a pas de débat. Il y a une constitution qui a été votée. Nous demandons simplement au PCT et au président de la République d'appliquer la Constitution. Si débat il y a, je l'ai dit et nous l'avons dit, ce débat ne peut porter exclusivement que sur le système électoral congolais, une fois de plus, qui est le pire de tous les systèmes en Afrique aujourd'hui. Dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République rappelait que si besoin est, cette question sera tranchée par le peuple. En Guinée, l'opposition manifeste contre le président Alpha Condé. Ils étaient plusieurs milliers rassemblés ce jeudi dans le stade de Conakry, la capitale, pour protester contre une nouvelle candidature de ce dernier à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2015. L'opposition exige en outre la réforme de la commission électorale indépendante et l'organisation des scrutins locaux avant cette échéance. La balle est dans le camp des organes de la transition, c'est ce qu'estime la famille Sankara au Burkina Faso, car malgré les annonces de réouverture du dossier judiciaire, rien ne semble avoir été fait. La famille a donc adressé une lettre au président Michel Kafando et à son premier ministre, un document dans lequel elle demande aux autorités de respecter leurs promesses et de passer à l'action. On écoute à ce propos Maître Benewende Sankara, avocat de la famille. Depuis 2006, nous avions saisi la justice conformément à la procédure légale qui s'offre aux ayants droit du président Sankara. On n'a pas eu gain de cause et on savait pourquoi, parce qu'il y avait des magistrats acquis au régime Compaoré, à la faveur de l'insurrection populaire, les autorités de la transition, en premier le chef de la transition, le chef de l'État, M. Kafando, a promis la réouverture de ce dossier. Depuis l'insurrection, ça fait déjà presque 3 mois que des promesses ont été faites. Le président de la transition semblait dire
qu'il attendait la réaction de la famille. Ces choses faites de façon officielle et légale. Nous pensons que la procédure est bel et bien pendante entre les mains du procureur et qu'il revient au ministre de la Justice de voir avec son parquet pour que des réquisitions soient prises. Dans l'actualité également, les réseaux sociaux à l'arrêt au Niger depuis ce jeudi. Les messages Facebook, les tweets ou même les SMS en provenance du Niger sont totalement bloqués et ce jusqu'à ce samedi. Une mesure prise par les autorités pour, je cite, éviter de nouveaux débordements. Pour rappel, les violentes manifestations contre la publication par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo d'une caricature de Mahomet ont eu lieu le week-end dernier à Niamey, la capitale, faisant plusieurs victimes. Les enfants déplacés par l'insurrection de la secte islamiste Boko Haram au nord du Nigeria ont pris refuge dans les camps de fortune des localités voisines. L'éducation de ces derniers est assurée par des bénévoles. Loin de leurs proches, ils s'adonnent avec passion à cet exercice qui contribue à l'édification des hommes de demain. Idelaide Mirabel, Bissou. Au nord du Nigeria, les enfants déplacés par les attaques de la secte islamique Boko Haram se battent au quotidien pour poursuivre leurs études. Parfois dans des conditions précaires, ils sont nombreux à surmonter la mort d'un parent, à défier la famine et les intempéries naturelles pour avoir accès à l'éducation. Je me plais bien ici, je remercie Dieu. Grâce à l'Agence nationale de gestion des urgences et les donateurs, nous pouvons manger et nous vêtir. Installés dans les camps de fortune après avoir quitté leur localité, les enfants déplacés sont encadrés par des bénévoles soutenus par la société civile et les donateurs. J'enseigne la prise d'initiative aux enfants et leur apporte également un soutien psychosocial. L'éducation reçue peut leur permettre de grandir dans le droit chemin, ce qui les aidera à se libérer du traumatisme qu'ils ont vécu. Boko Haram, qui tente de créer un État islamique dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman, est considéré comme la plus grande menace de sécurité pour la première économie du continent. Depuis 2009, l'insurrection de Boko Haram a fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés au Nigeria. Du sport, à présent, tout restait à faire dans le groupe B de la CAN 2015 après les résultats nuls de la première journée. Les rencontres de ce jeudi ont opposé la Tunisie à la Zambie, puis la République démocratique du Congo au Cap-Vert. Retour sur les temps forts avec Ibrahim Ndiaye. Le groupe B a révélé quelques secrets ce jeudi 22 janvier. La Tunisie a pris le dessus sur les Chipolopolo par 2-1 dans une rencontre dominée par les Zambiens. Sur un travail remarquable de Kalaba, le numéro 20 Emmanuel Mayouka ne laisse aucune chance aux gardiens de but tunisiens. 1-0 en faveur des Chipolopolo. L'égalisation de la Tunisie arrive à la 69e minute par Ahmed Akechi. La Tunisie réussit même à doubler la mise à la 88e minute grâce à une tête piquée du numéro 9 Yassine Chiraoui. La deuxième rencontre opposait les requins bleus du Cap-Vert à la République démocratique du Congo. Un duel marqué par une timide première période qui a vu quelques rares occasions. Tout le monde est resté, moi personnellement je suis resté sur ma faim parce que j'avais pronostiqué quand même une victoire donc de RDC. Donc on a vu que la sélection donc du Cap-Vert donc a joué son jeu. Donc voilà, c'est pas mal. Mais ils ont joué dans un système de jeu en 4-5-1, 4 défenseurs donc en zone et les milieux de terrain. Bon, dans ce qui est animation, je dirais défensive, ils étaient très bien. Bon, je dirais que sur le comportement tactique général, donc il y a eu de la volonté donc des Cap-Verdiens donc de faire des bonnes choses, sauf que ça manquait de la finition. À la deuxième période, on note une franche occasion des requins bleus à la 84e minute. Une tentative repoussée par le portier congolais Mouteba Kidjaba qui récidive 3 minutes plus tard. Au niveau de RDC, je suis vraiment déçu, surtout dans l'animation. Je dirais plutôt dans l'animation offensive. Je pense que cette équipe n'a pas été à la hauteur. Ça a balancé beaucoup, ça a balancé trop. Ça n'a pas construit, pourtant ils ont joué dans un système de 4-4-2. Je pense que dans ce système-là, il fallait certainement utiliser les couloirs.
donner plus d'opportunités aux arrières latéraux de monter et de trouver des centres. Ils n'ont pas été capables donc de le faire. Et là, sincèrement, cette équipe ne m'a pas vraiment plu en deuxième période. Au classement de ce groupe B, la Tunisie est en tête avec 4 points, suivi respectivement du Cap-Vert, de la République démocratique du Congo avec 2 points chacun. La Zambie ferme la marche avec un seul point. On retrouvera le groupe B ce lundi 26 janvier. La République démocratique du Congo affrontera la Tunisie et le Cap-Vert sera face à la Zambie, une journée décisive. Ce vendredi 23 janvier, c'est au tour du groupe C de prendre la relève avec les rencontres très attendues entre les Black Stars du Ghana contre l'Algérie et le Sénégal face à l'Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.